Le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 a été lancé ce jeudi 18 juin 2020 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Je l'ai annoncé tantôt, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement du programme d'urgence d'atténuation des impacts du coronavirus en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée au Grand Hôtel Kinshasa. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Tous les pays du monde, la République démocratique du Congo y compris, sont frappés de plein fouet par les affres de la pandémie de Covid-19. D'origine sanitaire, le choc a détérioré le fonctionnement de l'économie mondiale, affectant sensiblement les conditions de vie des populations, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement. Des nations ont préconisé des plans d'ajustement de leur politique publique. En RDC, sous la houlette du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement vient de mettre sur pied le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19. Ce programme multisectoriel symbolise la détermination du gouvernement de la République de prendre en main et de répondre activement et dans un court terme aux effets d'entraînement de la pandémie du coronavirus, avec l'objectif d'atténuer autant que possible les impacts de celle-ci, en particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence intervient dans un contexte tout particulier de l'état d'urgence qui a changé sensiblement notre mode de vie. Il vous souviendra qu'en date du 18 mars et du 24 mars 2020, je m'étais adressé à la nation pour attirer l'attention de la communauté nationale sur l'existence de l'épidémie de coronavirus et pour annoncer les différentes mesures prises en son temps pour faire face à la Covid-19 et que j'ai par la suite renforcées dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Tout en félicitant les efforts déployés par toutes les équipes impliquées dans la riposte jusqu'à ce jour, je continue à encourager notre population à observer, pour le bien de toutes et de tous, les différentes mesures et gestes barrières annoncés. Il est tout aussi vrai qu'en dépit des efforts déployés dans le cadre de cette riposte contre le Covid, on a malheureusement déploré et on continue à déplorer de nombreux cas de décès de suite à cette maladie. Le personnel soignant, dont je salue la bravoure, n'est pas épargné. C'est pourquoi, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées du fait de la Covid-19 depuis ma dernière adresse à la nation en mars 2020. D'un budget global pour les projets et les réformes structurelles de 2 622 000 dollars américains, ce programme d'une durée de 9 mois devra permettre notamment de renforcer, coordonner et concrétiser les mesures sanitaires et sécuritaires idoines et urgentes prises par le président de la République, limiter la détérioration du bien-être social et servir de balise à la relance de l'économie nationale. Le représentant des partenaires de la RDC et la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Minembwe, ont dans leurs interventions salué l'avènement de ces programmes sur 3 axes: riposte, surveillance et renforcement du système de santé, soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie et atténuation des risques et soutien aux populations. Le financement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 portera sur les mécanismes novateurs, à savoir la capacité actuellement d'endettement du pays, le paiement pour les services des écosystèmes,
la maximisation des recettes publiques en luttant notamment contre l'écoulage, la mobilisation de l'aide au développement et la diversification des sources financières privées, ainsi que la mise à contribution du secteur minier. Le programme a impliqué notamment la présidence de la République par la Task Force, le gouvernement, les organisations de la société civile, les secteurs privés, les partenaires techniques et financiers qui appuient la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est également rendu à la morgue de Ngaliema, question de rendre un dernier hommage à Lougi Gizenga, décédé depuis le 1er juin dernier. Regardez. La grande famille des Lumumbistes est en deuil. Lougi Gizenga, fils biologique du patriarche Antoine Gizenga, est décédé le 1er juin 2020. Compatissant au malheur qui frappe les Lumumbistes et les partis Lumumbistes unifiés, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu personnellement à la morgue de la clinique Ngaliema pour les derniers hommages à l'illustre disparu. Le chef de l'État s'est recueilli devant le corps de Lougi Gizenga. Il est allé ensuite exprimer toute sa compassion à la veuve, aux enfants et aux membres de la famille biologique du défunt. Né à Kinshasa le 21 septembre 1965, Lougi Gizenga a fait ses études primaires à Moscou, en Russie, jadis URSS, secondaire en France, au Congo-Brazzaville et en Angola. De retour au pays, il a parachevé ses études à l'Institut supérieur de statistique. Il obtint sa licence en économie. Fiscaliste de formation, Lougi Gizenga a assumé les fonctions de conseiller chargé des investissements et partenariats au ministère de Mines. Il a évolué au sein de tous les organes de base et des directions de Palou jusqu'à sa nomination comme secrétaire permanent du parti. Après le décès du patriarche Antoine Gizenga, Lougi a assumé les charges de secrétaire général AI du Palou jusqu'à sa mort. Changeons de chapitre. Affaire Jean-Marc Kaboun de la Cour constitutionnelle n'a pas changé la décision de l'Assemblée nationale sur sa déchéance au poste du premier vice-président. La requête a été jugée recevable mais non fondée par la Haute Cour. D'autres détails avec Rodé et Panda. Le député national Jean-Marc Kabound ne retrouvera plus son siège de premier vice-président à l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle n'a pas changé la décision du Parlement sur sa déchéance. Pour la Cour constitutionnelle, la requête de Jean-Marc Kabound a été jugée recevable mais non fondée. C'est l'avis prononcé par le juge constitutionnel, le président de l'audience publique du mercredi 17 juin 2020, Évariste Prince Funga Molima, pour le dossier du contentieux AFDC-A qui oppose la partie du sénateur Bahati Lukwebo à Nene Nkoulou, ministre du Travail. Le bureau de la Haute Cour s'est déclaré incompétente pour traiter cette question sur la déchéance du mandat parlementaire. Pour la requête du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, en interpellation de l'article 110, alinéa 3 de la Constitution, appliquée mutatis mutandis aux députés provinciaux suivant l'article 197, alinéa 6 de la Constitution, la Cour constitutionnelle s'est prononcée en ces termes. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête. Dit celle-ci recevable, mais non fondée. Notez que tous les 30 dossiers inscrits au rôle constitutionnel ont été examinés au cours de cette audience publique, jusque tard la nuit. La deuxième audience dans l'affaire ministère public et partie civile contre le général de brigade Mouzimbi, Jean Israël, ancien commandant de la région militaire à Kananga, a eu lieu le mardi 16 juin 2020 à la Haute Cour militaire en son siège de la Gombe. D'autres détails avec Marie Kalong.
Deuxième audience de la haute cour militaire dans l'affaire de viol que le ministère public reproche au prévenu général de brigade Mouzimbi Jean Israël. Le débat a tourné autour de l'erreur matérielle constatée sur le dit libellé de prévention par la défense. Cette dernière demande à la haute cour militaire le rejet de ce contrat, faute des dates, et que le dit contrat serait obsolète. Notre système de défense doit avoir un produit fini. Et la matière pour qu'on se défende doit venir des victimes et du ministère public. Et la loi exige que le ministère public et les victimes s'arrangent pour faire ce qu'ils doivent faire dans un mois. Nous ne pouvons venir devant vous que pour des questions qui ont fait un mois. Encore nous n'avons pas qualité. Le comportement du ministère public face aux victimes nous préjudicie. En réaction, l'organe poursuivant, bien qu'ayant reconnu la dite erreur, a évoqué quelques jurisprudences de la Cour suprême de justice, lesquelles ont prévu la correction. Le mandat d'amener n'a pas été exécuté. Il est venu sur instruction de l'audigène. Et maintenant, on vient nous dire non, le délai est dépassé par la faute du ministère public. Il sait que même son avocat a reçu des remontrances, même du général Likoulia, dans son cabinet. Parce qu'il vient se présenter seul, nous on a besoin de votre client. Quand il part pour toujours. L'incident débattu étant clos, la chambre de la haute cour militaire, présidée par le général de brigade magistrat Camille Massungimuna, l'a pris en délibéré. Elle va départager les deux parties par un arrêt avant dire droit qui sera rendu à son audience du jeudi 25 juin 2020. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple, la session ordinaire de mars 2020 est toujours en cours à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux continuent à siéger sous format réduit suite au Covid-19. Le député national Léon Mondélé, président de la commission socio-culturelle à la Chambre basse du Parlement, fait la synthèse des différentes activités de sa commission, nous dit Sylvie Moembo. Malgré l'apparition du coronavirus à Kinshasa, l'Assemblée nationale, qui fonctionne en format réduit, s'illustre par une production de qualité. C'est le cas de la commission socio-culturelle où 2 propositions de loi sont en plein examen et aussi et surtout l'audition des 4 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la vice-première ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le ministre de l'Enseignement primaire, supérieur et technique et le ministre de la Santé publique. Le président de la dite commission s'est réjoui du travail abattu pour les représentants légitimes du peuple congolais. À côté de cela, il y a eu le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, nous l'avons inauguré cette fois-ci par des auditions en commission. C'est ce qui manquait le plus souvent dans notre Parlement et surtout au niveau de l'Assemblée nationale, parce que sous d'autres sujets, l'audition en commission est un exercice très important parce que c'est un contrôle parlementaire en profondeur. Un travail des SAP est mené par quelques malveillants pour salir l'image de l'Assemblée nationale, dit-il, notamment sur la question des émoluments à augmenter. Le député est devenu le porte-charge de la République. Le député est l'individu le plus surchargé de tous les personnels politiques. C'est celui qui est le moins traité, le moins rémunéré. Mais nous avons écrit au mois de septembre ou octobre pour rappeler le Premier ministre de cette promesse-là du gouvernement. La plénière analysera sous peu le rapport et recommandations des diverses auditions de cette commission avant leur transmission au gouvernement et au chef de l'État pour le bien-être de la population congolaise. Face à la montée des chiffres des cas de contamination du coronavirus en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Jacques Mouyembe attire l'attention des élus du peuple au respect de gestes barrières. Le directeur général de l'INRB était face aux députés nationaux membres de la commission de riposte Covid-19 de l'Assemblée nationale. Quel est l'état actuel des nombres de patients contre le coronavirus en République démocratique du Congo? Y a-t-il augmentation ou pas des nombres de guéris que des décès?
Toutes ces questions, le coordonnateur technique de la riposte contre le Covid-19 a fixé les élus nationaux, membres de la commission des ripostes contre le coronavirus de l'Assemblée nationale sur cette pandémie meurtrière. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe a expliqué les efforts entrepris jusqu'ici par son équipe pour limiter la propagation vertigineuse de ce mal. Le virologue congolais insiste tout de même sur le strict respect des gestes barrières, moyen efficace pour limiter la propagation de la pandémie dans notre pays. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe se félicite de la stabilisation de la mortalité du coronavirus en RDC. Bien sûr, le nombre de cas évolue, mais nous avons fait beaucoup de progrès. Le progrès que nous avons fait, c'est la décentralisation des tests et diagnostics. Au début, c'était l'INRB qui faisait tout. Maintenant, nous avons décentralisé parce que nous avons reçu de nouveaux intrants, nous avons reçu de nouveaux tests et également nous avons introduit les tests dans les provinces. Au Katanga, on fait les tests. À Matadi, on fait les tests. À Goma, on peut faire les tests également et à Bukavu. Maintenant, le grand problème que nous avons, c'est l'accompagnement de la population pour reconnaître l'existence de cette maladie. Le pic est encore incertain, a-t-il ajouté. Il est nécessaire d'accroître la sensibilisation, le dépistage pour faire face à cette maladie meurtrière. À la Chambre haute du Parlement, la plénière d'hier a été consacrée à la question orale adressée au ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Dada Chaban. L'insécurité à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en Ituri et au Sud Kivu. À cela s'ajoute le banditisme urbain communément appelé Kuluna, l'incursion des troupes étrangères au pays favorisé par les frontières poreuses, les échauffourées entre les vendeuses et les policiers au grand marché de Kinshasa sont là autant de problèmes qui ont préoccupé les sénateurs au cours de la séance plénière de ce mercredi présidée par l'honorable Alexis Thambou Mwamba, président de la Chambre haute du Parlement. C'était consécutif à la question orale avec débat de l'honorable Francine Muyumba Kanga sur la situation sécuritaire dans les 3 provinces. Toutes ces questions nécessitaient une réponse de l'autorité qui a la charge d'assurer la sécurité du pays, ce qui justifie que la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, soit le premier point à l'ordre du jour de la plénière de ce mercredi 17 juin 2020 au Sénat sous la présidence de l'honorable Alexis Thambou Mwamba. Répondant aux questions des sénateurs, le numéro 1 de l'Intérieur a épinglé les différentes mesures prises pour lutter contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République en synergie avec les ministères de la Défense nationale. Il y a nécessité d'une synergie pour que le résultat soit celui attendu par l'ensemble de la communauté nationale. Le découpage territorial qui a abouti à la mise en place de 26 provinces a pour objectif d'atteindre également une sécurité plus large de toutes les entités en rapprochant les administrés des gouvernants. Nous sommes engagés à faire en sorte que, nonobstant la faiblesse des moyens, notre administration ainsi que l'ensemble des services à notre charge répondent aux besoins de nos populations en termes de sécurité considérée comme priorité de notre programme d'action. À la question orale avec débat sur la gratuité de l'enseignement de l'honorable Kabamba, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a explicité toutes les mesures prises. En considérant l'accroissement des effectifs d'élèves du primaire généré par la gratuité, soit 4 millions d'élèves supplémentaires, le ministère programme à moyen et à long terme la construction de 57 727 salles de classe et la réhabilitation de 14 432 salles de classe, soit une moyenne de 2220 salles de classe par province. Et puis, la plénière s'est terminée par l'audition de la commission PAJ sur la violation du siège du Parlement le vendredi dernier.
La République démocratique du Congo, troisième pays au monde touché par l'anémie SS, l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru Tshisekedi, fait un plaidoyer pour une prise en charge de cette maladie. Elle a été reçue par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Objectif, solliciter l'appui du gouvernement pour ce plaidoyer. Françoise Boulabouek. Le rôle du gouvernement, c'est de répondre aux aspirations du peuple à travers son programme. La première dame de la République démocratique du Congo saisit cette dimension de la responsabilité sur les épaules larges du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qu'elle sait combatif. Denise Nyakeru Tshisekedi s'est déplacée pour la toute première fois vers le bureau du chef du gouvernement. Elle est venue ce 18 juin 2020 faire un plaidoyer pour une question de santé publique qui la tient à cœur, la drépanocytose. La République démocratique du Congo, troisième pays le plus touché au monde, après l'Inde et le Nigeria. Les raisons vont de l'insuffisance du personnel formé au niveau d'information de la population, en passant par l'insuffisance des médicaments essentiels et des poches de sang. Nous avons également demandé l'implication personnelle du Premier ministre pour nous soutenir pour cette lutte contre cette maladie. Et il a promis de nous accompagner et de soutenir notre lutte. Autre idée du plaidoyer développée par l'épouse de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de quelques membres du gouvernement, c'est la proposition de voir être organisée au courant 2020 les états généraux sur la drépanocytose pour une meilleure évaluation de la situation en RDC. En effet, c'est la première fois que je le rencontre dans le cadre du travail et je trouve que c'est quelqu'un de très ouvert. Il m'a rassurée. Je sortirai d'ici, je suis heureuse. La First Lady soutient l'idée de la construction d'un centre de coordination en vue de la prise en charge au niveau national et faire avancer la recherche en priorité, appuyer les centres existants. Très réceptif et conscient du contexte de crise, le chef du gouvernement a décidé que soit mise en place une commission pour étudier les axes prioritaires de ce plaidoyer porté par la très distinguée première dame. Cette question aux conséquences graves de pauvreté rentre dans la ligne des actions prioritaires de son gouvernement. Un projet d'appui des micro, petites et moyennes entreprises financé par la Banque mondiale va s'exécuter désormais à un rythme accéléré. Décision prise par le ministre de classe moyenne, petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, de commun accord avec la Banque mondiale. David Moubenga nous en parle. Accélération, accélération et encore accélération, c'est le maître mot en vigueur pour mener à bien le processus de mise en exécution du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME. Cette décision a été prise de commun accord à l'issue d'une conférence meeting de plus de 4 heures par téléphone sur initiative du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, le mardi 16 juin 2020, entre l'équipe de la Banque mondiale et celle du ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Pour les ministres des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, l'accélération du PADEM-PME est une réponse immédiate, bien que partielle, aux besoins de plus en plus pressants des micro, petites et moyennes entreprises congolaises frappées de plein fouet par les effets dévastateurs du coronavirus afin de leur permettre de faire face aux difficultés actuelles. Liant la parole à l'acte, le ministre Justin Kalumba, qui a fait du pragmatisme son cheval de bataille, a effectué une visite ce jeudi 18 juin 2020 dans les locaux de l'unité nationale de coordination du PADEM-PME où il a eu une séance de travail avec la coordination de cette structure, question de remobiliser les équipes pour l'implémentation du projet. Des instructions claires ont été données à la coordination afin de finaliser dans un bref délai 2 autres projets sur l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat numérique qui seront également financés par la Banque mondiale. Rappelons que le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises qui bénéficient du financement de la Banque mondiale de l'ordre de 100 millions de dollars américains a été lancé officiellement le 19 février 2020 à Lubumbashi, juste avant la crise sanitaire
qui a entraîné le ralentissement des activités de l'unité nationale de coordination du PADEM-PME. Maintenant que nous tendons vers le déconfinement, l'accélération du PADEM-PME va permettre aux micro, petites et moyennes entreprises qui en seront bénéficiaires d'accéder aux subventions d'ici fin juillet 2020 afin de relancer le plus rapidement possible leurs activités sur terrain. De Kisangani fait face ces derniers temps à une pénurie d'essence qui a provoqué une flambée des prix de ses produits pétroliers sur le marché. Et pour pallier à cette situation, 2000 mètres cubes, soit 2 millions de litres d'essence, a été envoyé. La ministre de l'économie nationale a promis de juguler le phénomène de fraude des produits pétroliers sur le sol congolais, nous dit Annie Balaka. Aussitôt informé de la situation qui prévaut à Kisangani sur la hausse des prix du litre à la pompe, la ministre de l'économie nationale, Akassa Bandoubola Mbongo, a convoqué une réunion d'urgence avec les responsables des sociétés pétrolières afin de trouver des solutions non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Pour les responsables de la CEP, les bateaux d'approvisionnement est bloqué au niveau de Mbandaka, ce qui a occasionné cette rupture des stocks observée dans la ville de Kisangani. Il y a des bateaux qui sont en cours de route. Il y a un bateau qui est déjà sur Mbandaka qui a pris presque 2000 mètres cubes, 2 millions de litres d'essence. Ce bateau vient de terminer le déchargement à Mbandaka et va continuer pour arriver probablement dans 10 jours. En plus de cela, il y a des camions qui viennent de l'Est. Nous avons un grand problème de l'état de la route. Et tout cela prend du temps. Cela fait que l'arrivée des produits sur la ville de Kisangani a été lente. Pour combler le déficit actuel, la CEP a vidé tous les tanks et nous aurons à peu près 200 000 litres qui vont être mis à la disposition de la population, plus 200 000 litres qui vont arriver dans 2-3 jours. Et le bateau qui va arriver dans 10 jours. Donc, la ville de Kisangani va avoir des solutions. La ministre de l'économie nationale, Akassa Bandoubola Mbongo, après avoir recueilli toutes les explications par des pétroliers, a donné quelques orientations. Elle a instruit à ce que toutes les mesures soient prises. Mira Indeke nous parle de la réunion préparatoire de la conférence sur le projet INGA qui s'est tenue hier au ministère des Ressources hydrauliques. D'autres détails dans ce reportage. Sur demande du chef de l'État, lors du dernier Conseil de ministres, 2 grandes réunions de haut niveau vont se tenir à Kinshasa. La première, au mois de juin, sera consacrée aux experts du secteur et la deuxième sera consacrée aux chefs d'État africains au mois d'octobre. L'objectif est de développer le grand INGA et toutes les ressources hydroélectriques de la République démocratique du Congo. Raison de la tenue de cette réunion préparatoire présidée par le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouanzi Mumbembe, assisté de son vice-ministre, Papi Punguluamba. Une réunion préparatoire qui s'est voulue une réunion de mise au point sur le thème à développer lors de la grande réunion de juin. Le ministre a rappelé aux responsables de différentes structures des objectifs du dernier atelier sur INGA 3 à Kinshasa ainsi que les résolutions prises. Il a aussi insisté à ce que ce projet atteigne sa maturité car depuis 1982, rien n'a jamais été fait sur INGA. Eustache Mouanzi Mumbembe souhaite de tout ce vœu que ce projet puisse être un projet d'intégration africaine. Il ressort de cette réunion la création d'un secrétariat technique pour préparer ces grandes assises. Peu avant, le caucus de députés nationaux du Grand Équateur ont été reçus par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba, dans son cabinet de travail. Au menu, la situation du fourniture de l'électricité dans le Grand Équateur. Ces élus du peuple ont sollicité auprès de l'autorité les éclaircissements sur les travaux liés au barrage de Mumbai-Mbongo qui va également alimenter la ville de Mbandaka et celle de Guadolité. Papi Punguluamba les a aussi informés sur le projet de l'installation de panneaux photovoltaïques dans ce coin du pays. Le seul bémol, c'est la COVID-19 qui a ralenti, si pas freiné, l'évolution du dit projet et de plusieurs autres. Mais avant de nous dire au revoir, sachez que le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, lui a échangé avec la commission de riposte Covid-19 et Ebola, le contenu de leurs échanges à travers ce reportage.
Évaluer la situation préoccupante de la Covid-19 et celle de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu, c'est l'objectif de la visite du ministre de la Santé Eteni Longondo à Goma, chef-lieu de la dite province. À son arrivée à l'aéroport international de Goma, le ministre national de la Santé a été accueilli par le ministre provincial de la Santé. Pour le docteur Eteni Longondo, le gouvernement est prêt à apporter son soutien à cette province tant sur le plan financier que technique afin d'arrêter la propagation du coronavirus et aussi éradiquer la maladie à virus Ebola qui a refait surface dans le Nord Kivu. Au lendemain de sa mission à Goma, Eteni Longondo, ministre de la Santé, a eu d'abord une séance de travail avec l'équipe de coordination provinciale de la riposte de la maladie à virus Ebola et de la Covid-19. Ensuite, le patron de la santé a présidé dans la même salle de l'hôtel Cap Kivu une réunion stratégique avec le comité de sécurité, les élus provinciaux ainsi que les partenaires à la santé, le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zazi, le président de l'Assemblée provinciale, Robert Abichikou, et le représentant pays de l'OMS ont également participé à cette réunion. Ensemble, ils ont discuté autour des stratégies en vue de rompre la chaîne de contamination de ces maladies au Nord Kivu. Le gouverneur est en train de fournir de grands efforts. Aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs couches sociales. Je les ai exhortés à sensibiliser ce même peuple-là, à le protéger par rapport à cette pandémie. Pour le moment, il y a 8 vaccins qui sont en train d'être expérimentés à travers le monde. Mais ici au Congo, je crois que nous n'avons aucun vaccin qui est en train d'être expérimenté ici. Ce qui se passe maintenant à la province, les vaccins que nous envoyons ici, ce sont des vaccins de la rougeole, des vaccins d'autres épidémies. Il n'y a pas de vaccin contre la Covid-19. Les élus du Nord Kivu ont promis de multiplier les actions pour sensibiliser leurs électeurs à s'approprier les mesures barrières. Signalons que la province du Nord Kivu cumule à ce jour 58 cas de coronavirus, dont 5 décès. Au nom d'Ignace Chibangu, qui a réalisé ce journal, coordonné par Doris Mozo, je vous dis merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.